Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 19 avril. Coup d'envoi ce matin au Gosier des journées de l'international organisées par le guichet unique à l'export Guadeloupe Expansion. Ces rendez-vous destinés aux chefs d'entreprise locaux ont pour but de faire connaître les dispositifs existants pour se développer à l'international. Au programme des ateliers d'information, des rendez-vous individuels. Aujourd'hui, un focus est notamment fait sur Haïti. L'occasion aussi d'en savoir plus sur le rôle du guichet unique à l'export. Je vous propose justement d'écouter Mélissa Bonneton. Elle est chargée de mission export à Guadeloupe Expansion. Elle est interrogée par Muriel Barlagne. Nous accompagnons les entreprises de A à Z. C'est un accompagnement personnalisé. On est en mesure de faire un diagnostic export, donc d'évaluer avec l'entreprise ses forces et ses faiblesses, son réel potentiel à l'export, et de lui proposer aussi bien des formations qu'un accompagnement sur des salons, des rendez-vous B2B, des études de marché. On a la possibilité d'avoir des prestations à un coût réduit ou même nul grâce au ministère des Outre-mer qui subventionne des prestations de Business France. Et nous sommes correspondants Business France en Guadeloupe. Au chapitre social, les parents d'élèves de l'école Ginette Maragnès à Sainte-Anne sont toujours mobilisés contre une fermeture de classe annoncée pour la rentrée prochaine. Ils rencontrent d'ailleurs en ce moment même une délégation du rectorat pour tenter de faire changer la situation. Selon eux, en effet, cette fermeture n'est pas justifiée. Les précisions de Marion Bordier. Les grilles de l'école Ginette Maragnès closent. En cause, la colère d'une trentaine de parents d'élèves et d'enseignants face à la fermeture d'une classe annoncée par le rectorat pour la rentrée prochaine. Altération des conditions d'apprentissage, fatigue des élèves et des professeurs, augmentation de l'échec scolaire qui atteint déjà 33% en Guadeloupe, telles sont les inquiétudes. Ce qui est important, c'est que pour que nos enfants puissent bien travailler, il faut qu'ils aient des bonnes conditions de travail. Déjà, il fait très chaud dans les classes, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de climatisation. Alors en plus, s'il y a trop d'effectifs, ça ne peut pas se faire. En Guadeloupe, on est trop mal lotis, souvent pour beaucoup de choses. Voilà, nous demandons surtout au recteur de prendre ses responsabilités par rapport aux conditions de travail de nos enfants, qui sont l'avenir en fait de la Guadeloupe. Le mouvement a reçu le soutien de la mairie, qui prône le maintien d'un environnement agréable pour les enfants, qui va de pair avec des effectifs soutenus. Les arguments de la mairie, c'est de dire premièrement qu'il ne faut pas que les effectifs par classe soient surchargés. Il ne faut pas qu'on arrive à des classes surchargées, d'autant quand il y a des professeurs absents non remplacés et qu'on les redispatche sur les classes, on peut dépasser largement 30. Nous, on a une particularité à Sainte-Anne, c'est que nous recevons quand même toute l'année des inscriptions, des parents qui arrivent. Et c'est vrai que le recteur n'en tient pas compte a priori. Ces inscriptions peuvent se faire aussi bien en juin qu'en octobre et ne sont pas comptabilisées dans les 375 élèves prévus pour septembre 2016. Par ailleurs, les parents d'élèves dénoncent aussi l'absence de 2 enseignants non remplacés, mais aussi le manque d'accompagnement pour les enfants dont le français n'est pas la langue maternelle, ou encore pour ceux qui connaissent des lacunes. Il y a à prendre en compte un certain nombre d'éléments, notamment le nombre d'enfants en difficulté, le nombre d'enfants suivis par les réseaux d'aide, le nombre d'enfants non francophones, autant d'éléments qui rend encore plus difficile la tâche des enseignants. Nous ne sommes pas à l'initiative de ce mouvement, mais nous apprécions à sa juste mesure le combat que mènent les parents d'élèves. La FSU, la Fédération syndicale unitaire, soutient le mouvement et dénonce les 49 fermetures de classes prévues par le recteur sur tout l'archipel. Aujourd'hui, monsieur le recteur, n'ayant pas pu obtenir le nombre de postes nécessaires à la bonne scolarité des enfants, justifie des fermetures de postes au regard soi-disant d'élèves en moins, mais nous savons pertinemment que l'INSEE a déjà infirmé les propos du recteur. Ce n'est pas moins 1950 élèves à scolariser en Guadeloupe qu'il y aura, mais à peine 1400 en moins. Et nous savons pertinemment que dans le second degré, c'est plus de 800 élèves de plus que nous aurons à scolariser. Et dans cette école, par exemple, ce n'est pas 350 élèves à scolariser dans 4 classes, mais à peu près 380. L'école Ginette Maragnès compte déjà 26 élèves en moyenne par classe, avec certaines qui peuvent en accueillir jusqu'à 32.
Un chiffre qui pourrait augmenter si le rectorat décide de rester sur ses positions, malgré l'appel des parents du conseil d'école. La semaine dernière, l'établissement Arlette Salomon, à Saint-Claude, également visé par une suppression de classe, a finalement été épargné grâce à la mobilisation parentale et du corps enseignant. Ces funérailles auront lieu jeudi. Le docteur Henri Corentin, figure du mouvement indépendantiste UPLG, s'en est allé. Ancien membre du gouvernement malien, il était aussi médecin, champion d'athlétisme et avait présidé le club de football de Port-Louis, la SPL. Port-Louis où s'est rendue Anne-Elisabeth Artsen pour recueillir quelques témoignages, notamment celui de sa fille. Après 5 ans de lutte contre la maladie, le docteur Corentin s'est éteint dans sa ville Port-Louis, laissant alors un grand vide dans la vie de sa fille Jocelyne, qui l'a accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Disons que mon père, il a vraiment sacrifié sa vie de famille un peu pour son travail. C'était un ardent travailleur. Il s'est beaucoup donné pour ses convictions politiques, ses malades, parce que c'était avant tout un médecin, directeur de clinique, mais il était avant tout médecin. Il a beaucoup donné pour ses malades. Moi, je vous donne un exemple, je n'ai jamais connu de 31 décembre avec mon père. Le 24, le 31, il était toujours à la clinique de garde pendant que les autres faisaient la fête. Et nous, il nous souhaitait la bonne année, joyeux Noël au téléphone. Donc j'ai grandi, il nous a vraiment... Nous sommes les prunelles de ses yeux. J'ai une sœur, il a tout donné pour nous. Sportif, médecin et homme de conviction, ce membre fondateur de l'UPLG et de l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe a laissé une trace indélébile pour tous ceux qui l'ont connu, notamment au sein de sa ville. Henri Corentin, c'était un grand personnage et qui dépassait même les rives de la Guadeloupe par son œuvre, par sa façon d'être, par ses prises de position. Parce que vous savez, il a exercé à l'international, il a exercé en Afrique notamment, il a été ministre au Mali. Donc alors, pour nous, c'est une très grande perte. C'était un monsieur, le docteur Henri Corentin, c'était un monsieur. Donc alors, pour lui, père, l'un de ses grands hommes, l'un de ses grands fils. Mais ce n'est pas que pour lui, mais c'est aussi la Guadeloupe. Je connais Henri Corentin depuis un bon nombre d'années, beaucoup d'années même. Et c'était quelqu'un de vraiment formidable. Et je crois que la Guadeloupe perd effectivement quelqu'un de très humain. Et qui n'avait pas peur de s'engager, de s'investir véritablement sur tous les fronts d'ailleurs dans ce pays qu'il a beaucoup aimé. Le docteur Corentin, parce que moi je suis commerçant, le docteur Corentin a été un très bon client, de très grand client pour moi, premièrement. Et deuxièmement, c'est un homme qui a toujours été correct, que ce soit par rapport à mon entreprise, mais que ce soit par rapport à ma personne. C'est un homme que j'admirais. Ancien président de la Ligue d'athlétisme, créateur du club de foot SPL et du syndicat unifié des médecins, fervent défenseur des cliniques en Guadeloupe, le docteur Corentin laisse donc son empreinte à sa Guadeloupe qu'il a quittée à l'âge de 92 ans. La veillée aura lieu ce mercredi et ses funérailles jeudi à Port-Louis. Après Port-Louis, direction Morne-à-l'Eau, c'est une élection sans surprise qui s'est déroulée hier lors du conseil municipal extraordinaire. Philipson Francfort, seul candidat à la succession de Jean-Claude Lombion, a été largement élu à la tête de la commune. À noter un changement de coalition au sein de la majorité municipale. Les précisions tout de suite de Jacques Damprobe. Tout au long de la séance, l'ombre de Jean-Claude Lombion a plané sous le conseil municipal de Morne-à-l'Eau. Le maire décédé il y a 2 semaines, son premier adjoint qui a tenu la mairie ces derniers mois est naturellement candidat. Il est d'ailleurs seul en lice. Avec 25 voix contre 8 à Marcienne-Arfaxade, qui n'a toutefois rien demandé à personne, Philipson Francfort accède au fauteuil de premier magistrat. Le nouvel édile entend tracer sa route dans le sillage de son prédécesseur. À une différence près, le changement d'alliance. Je regrette que nos efforts de concertation avec le camarade Jean Bardaille et son groupe ne nous aient pas permis de poursuivre notre collaboration au sein de la majorité municipale, dans la même veine initiée par notre regretté maire.
Pour former la nouvelle majorité municipale, Philipson Francfort s'est mis d'accord avec le groupe de Georges Hermin, jusque-là dans l'opposition. Les deux hommes avaient soutenu Victorine Lurel au régional de décembre dernier. Georges Hermin prend donc sa revanche et en profite pour régler ses comptes. Nous avons souhaité, en 2008, travailler avec les forces de gauche de Morne-à-l'Eau. Nous avons accepté que le premier, celui de la gauche qui soit en tête, que nous puissions l'accompagner. Nous avons accepté en 2011 d'aller aider dans l'autre canton celui qui était en tête et qui représentait la majorité du Conseil général. En 2014, nous n'avons pas eu ce retour-là. Cette fois, le dindon, ou plutôt le crabe de la farce électorale de Morne-à-l'Eau, se nomme Jean Bardaille. Le conseiller départemental se voyait pourtant grimper d'un rang dans la hiérarchie municipale en accédant au fauteuil de premier adjoint. Aujourd'hui donc, nous sommes forcés de constater et de prendre acte de la décision du MPM et de Philipson Francfort de mettre fin à cette union scellée sur des bases saines entre Jean-Claude Lombion et nous-mêmes. En attendant l'élection municipale au scrutin universel de 2020, les cartes sont rebattues. Philipson Francfort semble revêtir les habits de maire de transition, mais qu'on ne s'y trompe pas, à Morne-à-l'Eau comme ailleurs, l'appétit politique vient en mangeant. Politique toujours avec l'ancien Premier ministre François Fillon qui est actuellement en Guadeloupe. Après Alain Juppé, le candidat à la primaire Les Républicains donnera ce soir à Saint-François un grand meeting après avoir rencontré le président de région Henri Chalus ou encore Lucette Michaud-Chevry. Hier, François Fillon est allé à la rencontre des Pointois et a dédicacé son dernier ouvrage, le reportage de Muriel Barlagne. C'était au programme de sa visite, dédicacer son livre « Faire », paru aux éditions Albin Michel en septembre dernier, à la librairie Générale Jazor. François Fillon a quitté la place Camille Desmoulins à pied pour s'y rendre, l'occasion pour lui de rencontrer des Guadeloupéens. Pêcheurs, marchandes et autres artisans, le candidat à la primaire de la droite a découvert le savoir-faire local. Qui c'est qui la porte? Tu ne le jettes pas, tu le mets sous une ampoule de ta maison et ça va faire des réverbérations. Voilà. Quelques pas plus loin, c'est la découverte de la conque de Lambie. Trombophone. Il y a quand même une hanche. J'ai rajouté une embouchure. C'est un instrument qui est très utilisé pendant le carnaval et qu'on appelle la conque ou alors le strombophone. Peu après 10 heures, François Fillon est arrivé à la librairie où quelques lecteurs l'attendaient avec leurs livres. Ce succès de librairie est un livre-programme qui s'est mieux classé à sa sortie que celui d'Alain Juppé, Mes chemins pour l'école, de quoi attiser la curiosité des supporters et même des non-supporters. Je suis très intéressé par son approche, mais je suis venu à titre personnel, pas à titre politique, parce que je suis vice-président du MODEM en Guadeloupe. Donc, avec M. Bayrou, et nous soutenons le candidat Juppé dans les primaires. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est parce que je voulais le saluer, puisqu'il vient encore une fois à la Guadeloupe, et son approche de la problématique des DOM et surtout de la Guadeloupe est pour moi très importante, et surtout au niveau identitaire. Pour François Fillon, il n'y a qu'une seule France, pas de distinction entre l'outre-mer et l'Hexagone. Et pour faire redémarrer cette France, il faut miser sur l'emploi. La France doit revenir au plein emploi et pour cela, il faut faire des réformes pour libérer notre économie. Et à partir de là, à partir de cette dynamique retrouvée, la France aura de nouveau des moyens pour développer une politique outre-mer ambitieuse. Donc il ne faut pas qu'on considère qu'il y a d'un côté l'outre-mer, où on mènerait une politique spéciale, et puis de l'autre côté, le territoire hexagonal. Voilà, l'outre-mer a besoin de soutien particulier pour résoudre des handicaps qui sont liés à sa situation géographique et historique. C'est la raison pour laquelle moi je ne veux rien bousculer outre-mer, mais je veux parier aussi outre-mer sur la responsabilité, sur la liberté. Je pense qu'on ne donne pas assez de liberté et de responsabilité à nos amis guadeloupéens et à nos amis d'outre-mer. Jusqu'à demain, François Fillon continuera à aller à la rencontre des Guadeloupéens pour prendre le pouls du pays et partager sa vision.
L'actualité en bref sur l'île Sœur, la grève a été suspendue à la collectivité territoriale de Martinique après plus de 5 heures d'échange hier soir. Le travail a donc repris ce matin, mais les négociations vont se poursuivre cet après-midi. Les organisations syndicales protestent contre les menaces qui pesaient sur les contrats des contractuels. De leur côté, les élèves du lycée Schœlcher à Fort-de-France poursuivent leur mobilisation. L'établissement scolaire doit être détruit puis reconstruit. Conséquence, les élèves doivent être dispersés à la rentrée prochaine dans 3 autres lycées. Ils veulent obtenir des engagements plus précis de la part de la collectivité. Enfin, en Guyane, la ville de Sinnamary, on le rappelle, a été le théâtre d'un épouvantable accident de la circulation hier midi. 2 voitures sont entrées en collision. Le bilan est très lourd, 6 morts, dont 5 d'une même famille. Un choc d'une extrême violence dont on ne connaît pas encore la cause. Une enquête a été ouverte. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il sera notamment question de cette saisie record de cocaïne en Jamaïque. 800 kilos étaient à bord d'un navire situé au sud-ouest de l'île. Mais tout de suite, nous prenons la direction du Brésil avec la procédure de destitution de l'actuel président Dilma Rousseff. Voici l'actualité Caraïbe. Brésil, scandale au Parlement. Ils n'avaient que 10 secondes pour parler avant leur vote sur la destitution de Dilma Rousseff. Les 500 députés ont fait de leurs 10 précieuses secondes l'occasion d'entrer dans l'histoire ou de faire passer des messages à leur famille. Les élus ont failli en venir aux mains en début de séance et les insultes les plus imagées ont volé ensuite dans l'Assemblée. Les canailles, lâches, putschistes ont été lancés par les pro-Rousseff, tandis que les anti les traitaient de voleurs. Le député d'extrême gauche, Jean Willis, du Parti Socialisme et Liberté, a fait part de sa honte à participer à une telle farce. Pour lui, cette élection indirecte est conduite par un voleur, ourdie par un traître et soutenue par des tortionnaires lâches, des politiques analphabètes et vendus. Et de poursuivre, au nom des communautés homosexuelles, du peuple noir exterminé dans les quartiers périphériques, des sans-toit, des sans-terre, je vote non à ce coup d'État et vous pouvez aller dormir sur celle-là, canaille. Le Sénat doit désormais se prononcer avant le 11 mai sur la destitution de Dilma Rousseff. Si des sénateurs votent pour, la présidente sera mise formellement en accusation pour crime de responsabilité et écartée du pouvoir pendant 180 jours au maximum, en attendant un verdict final. OCI, Guyana et Suriname en force. La 13e organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui s'est terminée vendredi à Istanbul, en Turquie, a fait part dans son communiqué final de son plein appui à la communauté des Caraïbes et à la diaspora africaine d'organiser une conférence internationale sur les questions de l'esclavage, du colonialisme, de la restitution des biens et des réparations. Le Guyana et le Suriname sont tous deux membres de l'OCI et ont tous deux poussé pour que cet engagement soit inséré dans le communiqué final du sommet de l'OCI. Le bloc islamique a exhorté toutes les parties prenantes, y compris d'autres États, membres de l'Organisation des Nations Unies, la communauté des Caraïbes, la diaspora africaine et les organisations de la société civile, OSC, pour que cette conférence sur l'esclavage et ses réparations, annoncée depuis 2001, puisse enfin se tenir avec l'ensemble des parties concernées. Jamaïque, record de saisie de cocaïne. La police jamaïcaine a saisi près de 800 kg de cocaïne, une valeur de près de 7,5 millions de dollars au large de Belmont, au sud-ouest de l'île. La police locale, renforcée par une équipe militaire et une équipe de défense jamaïcaine, ont intercepté un navire de 28 pieds lors de son accostage. Les agents ont alors attrapé les 4 hommes qui tentaient de fuir le navire. À bord du bateau se trouvaient 35 sacs tricotés contenant 693 paquets remplis de cocaïne enveloppés dans du ruban adhésif noir. Cette saisie montre à la fois l'efficacité des services de police locaux, mais aussi la recrudescence du trafic de drogue transitant par la Jamaïque. Le gouvernement des États-Unis fournit un soutien constant dans la lutte contre les stupéfiants en Jamaïque. D'ailleurs, l'ambassadeur des États-Unis à la Jamaïque, Luis Moreno, a fait don de 9 bateaux pour augmenter la capacité de l'île pour patrouiller les eaux côtières et territoriales. La plus grosse saisie en Jamaïque remonte à 2002, où la police jamaïcaine a saisi environ 1227 kg de cocaïne.
Et on va continuer à parler de la Caraïbe. Le Coreca, l'association Contact et Recherche Caraïbe, a fêté ce week-end ses 25 ans. 25 ans de coopération entre la Guadeloupe et ses îles voisines. L'île de Marie-Galante a notamment été citée en exemple ce week-end. En effet, il faut savoir que la ville de Grandbourg est tournée vers la Dominique et vers Sainte-Lucie, comme nous l'explique dans ce reportage Karine Gelman. Grandbourg, une ville ouverte sur son voisinage et notamment tournée vers la Dominique et Sainte-Lucie. Une coopération véritable cheval de bataille pour sa mère, Marie Zetzol. Mais vous savez que depuis que j'ai été élue maire il y a maintenant 2 ans, la coopération régionale est quelque chose qui me tient à cœur puisque nous ne pouvons pas être si près et en même temps si loin. Avec la Dominique déjà, nous avons des échanges qui se font tout à fait naturellement puisque les Dominicains viennent régulièrement en canot, vendre les légumes, vendre les fruits. Et moi j'ai baigné là-dedans avec mon père qui allait travailler en tant que médecin, en tant que chirurgien à la Dominique, puisqu'il avait en charge toute la réserve Caraïbe. Tous les vendredis, il y tenait une consultation et il opérait à Dominique. Donc moi, j'ai baigné dans cette coopération régionale qui pour moi est une seconde nature. Donc il m'a tenu à cœur, une fois arrivé aux affaires à Grandbourg, de refaire vivre cette coopération régionale. Du fait de son insularité et de son éloignement de la Guadeloupe, la présidente de la communauté de communes de Marie-Galante insiste sur la nécessité d'une coopération régionale accrue. Une coopération qui doit aller au-delà des seules politiques. On va bientôt faire des classes partagées au niveau du lycée où les Saint-Luciens viendront en classe à Grandbourg et les Grandbourgeois iront en classe à Sainte-Lucie. Ce sont autant d'échanges enrichissants pour tous et c'est ça qu'on veut transmettre à nos générations. C'est un échange gagnant-gagnant. Comment concevoir Marie-Galante, île du tourisme durable, île ouverte sur le tourisme, si nos enfants ne sont pas bilingues? Donc c'est dans cet esprit que je trouve nécessaire qu'on se fonde dans notre environnement naturel, qui est toute cette grande région Caraïbe, puisque c'est le même peuple en fait qui a déjà des fondamentaux transversaux. Et nous avons après à renouer, à mettre du lien, à mettre en liaisonnage toutes ces populations. Des initiatives que le Coreca, l'Organisation pour la coopération régionale dans la Caraïbe, a tenu à saluer lors de ses 25 ans. Et puisque l'on parle de coopération, une classe de 4e du collège Nestor de Kermadec à Pointe-à-Pitre reçoit aujourd'hui une classe du collège des Saldes de Martinique. C'est dans le cadre d'un projet pédagogique sur la traite négrière, un projet qui a pour but de favoriser l'estime de soi et l'éducation à la citoyenneté par le biais de rencontres et d'échanges autour d'un héritage commun. Des ateliers d'échange avaient lieu ce matin avant une visite des monuments de la ville cet après-midi. Les 2 classes visiteront le Memorial Act. Reportage complet bien évidemment à retrouver dans notre édition ce soir à 19h. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Comme vous le voyez sur cette carte, c'est un temps pluvieux qui nous attend. Les températures seront comprises cet après-midi entre 26 et 28 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, l'actualité nationale et internationale avec le journal de TF1 suivi de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.